Il faut comprendre que Poutine, si on revient sur Poutine, qui est au départ, on va dire, un agent de l'agenda mondialiste, au sens où c'est un petit officier du KGB qui se retrouve au moment de la destruction de l'URSS ou de l'effondrement de l'URSS, c'est à la fois les deux, se retrouve en fait l'auxiliaire, de par sa position de policier d'une certaine manière, des oligarques dont on connaît l'origine communautaire, à Saint-Pétersbourg. Et à un moment donné, j'ai déjà expliqué comment il est arrivé au pouvoir, on va pas y revenir là maintenant, il s'est retrouvé proposé par Eltsine pour garantir, sécuriser le pouvoir des oligarques russes qui avaient pillé les richesses de la Russie à la faveur de l'effondrement de l'URSS. C'est Eltsine qui propose aux oligarques Poutine. Et Poutine arrive au pouvoir donc en tant que, quelque part, agent du mondialisme. Et puis, le miracle, c'est un miracle pour nous, ça l'est pas pour les oligarques, on a cette fameuse réunion où les oligarques lui ont donné, je dirais, les fusils, puisqu'il est agent du FSB et qui contrôle en fait ce qui reste de violence organisée en Russie pour protéger les prédateurs oligarques, on lui donne le fusil, et au lieu de mettre ce fusil au service des chéquiers, on va dire, il retourne en tant que patriote russe ces fusils contre le chéquier, contre l'échiquier. Вот это государство вы сами и формировали в значительной степени через подконтрольные вам политические и околополитические структуры. Поэтому меньше всего, наверное, нужно кивать на зеркало. Давайте в этой части принципиально, конкретно поговорим открыто, что нужно сделать для того, чтобы взаимоотношения в этой сфере были абсолютно цивилизованными и прозрачными. Ce jour-là, Vladimir Poutine les met en garde. S'ils veulent conserver leur pouvoir, ils doivent partager leurs richesses avec l'État et surtout ne plus se mêler de la politique. Et il envoie Khodorkovsky qui lui fait remarquer que c'est eux le pouvoir et pas lui, il l'envoie au goulag. The Russian oil tycoon Mikhail Khodorkovsky has been sentenced to 9 years in jail. Khodorkovsky, who was once thought to be Russia's richest man, was found guilty of 6 charges of fraud and tax evasion. Pour ce qui est de Khodorkovsky, je considère que la place d'un voleur est en prison. Imaginez, vous êtes le 17e homme le plus riche de Russie, et vous voyez un homme bien plus riche, bien plus intelligent, bien plus puissant que vous, enfermé dans une cage. Quelle sera votre réaction? Vous ne voudrez pas finir dans cette cage comme lui. Ainsi, un par un, les oligarques sont rentrés à Moscou. Ils sont allés voir Poutine et lui ont dit « Vladimir, que doit-on faire pour être sûr de ne pas finir dans cette cage ?» Et c'est ça la grande bascule. C'est la première bascule, c'est celle-là. C'est Poutine est traître à l'oligarchie mondiale une première fois. La deuxième fois où il est traître à l'oligarchie mondiale, c'est sur l'affaire syrienne. Parce que là, en volant au secours de la Syrie d'Assad et aussi en aidant l'Iran, il empêche le projet du Grand Israël. Il bloque le projet du Grand Israël. Donc il a 2 fois porté atteinte à l'agenda, je dirais, mondialiste et vétérotestamentaire. Et là, sur l'Ukraine, c'est la 3e fois. Je dirais, c'est forcément la fois de trop. Et c'est comme ça qu'on peut répondre à la question qui est, je dirais, la contradiction maximale et qui démontre le mensonge du discours officiel occidental qui s'appuie d'ailleurs sur une petite ruse de vocabulaire de Poutine. Et cette phrase, je vais la sortir maintenant parce qu'elle est à mettre au frontispice. Pourquoi tous ces juifs veulent-ils empêcher Poutine de dénazifier l'Ukraine ? Normalement, ça n'a pas de sens. J'ai décidé de mener une opération militaire spéciale. Son objectif est de protéger les personnes qui souffrent des abus et du génocide de la part du régime de Kiev depuis 8 ans. À cette fin, nous nous efforcerons de démilitariser et de dénazifier l'Ukraine. Mais moi je crois qu'il n'y a rien à négocier. Je crois qu'avec Poutine, dans cette affaire-là, il n'y a rien à négocier, il n'y a rien à céder. Poutine ira aussi loin qu'on lui permet d'aller. Et que si on ne lui afflige pas un coup majeur, mais vraiment majeur, en Ukraine, si on ne l'arrête pas en Ukraine, eh bien, nous ne vivrons plus dans un continent en paix. Donc on comprend bien que l'enjeu n'est pas de dénazifier l'Ukraine et qu'on voit bien que là, Poutine se sert d'une vieille rhétorique antifasciste stalinienne, puisqu'il est aussi un peu l'enfant de Staline et de l'URSS, mais qu'en réalité, il se joue bien autre chose. Et pour ça, il suffira de creuser un peu pour savoir qui a le pouvoir aujourd'hui en Ukraine et qui a peur de le perdre, pour comprendre que la question de l'Ukraine va bien au-delà de la dénazification et que ce que
très justement notre camarade Xavier Moreau appelle les ukro-nazis, n'ont pas grand-chose à voir avec les anciens nazis. Hein. For the rest of us that aren't Ukrainians, I think the world, quite frankly, Kira, is surprised by the will of the Ukrainian people to stand up and fight. Are you? Well, I'm not surprised. We have been fighting Putin for the last 8 years, and we had 3 revolutions in our country when we did not agree with what was going on with the direction of where we're moving in. But right now, it's a critical time because we know that we not only fight for Ukraine, we fight for this new world order for the democratic countries.